Bon, salut à tous. Alors, imaginez un peu. Vous vivez votre vie, probablement en vous plaignant du débit Wi-Fi ou du prix du pain au levain artisanal, les angoisses existentielles habituelles de l'ère moderne. Maintenant, imaginez, si vous voulez bien, que toute votre existence, votre foyer, votre histoire, tout ce que vous connaissez, soit balayé d'un revers de main, non pas par une IA rebelle ou une météorite malvenue, mais par des gouvernements qui décident que vos îles pittoresques seraient bien mieux avec une gigantesque base militaire dessus. Ça ressemble à un scénario de mauvais film, n'est-ce pas? Sauf que, pour les Chagossiens, ce n'était pas un film de série B. C'était leur réalité, exaspérante, déchirante, pendant plus de 50 ans. Un demi-siècle à s'entendre dire « Désolé, votre terre ancestrale est désormais stratégiquement importante. Pas de bol. » Mais, et c'est là le plus stupéfiant parfois, juste parfois le petit, armé de rien d'autre qu'un sens inébranlable, de la justice et probablement d'une valise bien usée de documents juridiques, finit par gagner. On parle d'une victoire si profonde, si contraire à toute attente, qu'elle vous ferait presque croire que l'arc de l'univers moral pourrait, oui, pourrait, occasionnellement tendre vers la justice, même s'il prend son temps, un temps délicieusement, douloureusement long pour le faire. Ce n'est pas juste une histoire à propos de quelques îles lointaines, c'est l'histoire de ce qui arrive quand un peuple refuse d'être effacé, refuse d'être oublié, et se bat pour le droit simple et fondamental de rentrer chez soi. Ce soir, ou aujourd'hui, ou quel que soit le moment où vous regardez ceci sur la vaste et parfois effrayante étendue d'Internet, nous allons plonger dans l'incroyable histoire du peuple chagossien et de sa récente, monumentale victoire. C'est une histoire de résilience, d'espoir, et franchement, un rappel plus que nécessaire que même dans un monde qui ressemble souvent à un container poubelle en feu, dévalant des montagnes russes à travers un champ de mines, de bonnes choses peuvent et arrivent occasionnellement. Alors accrochez-vous, parce que ça va être un sacré voyage, mais croyez-moi, la destination en vaut la peine. Alors, plantons le décor, l'archipel des Chagos. Ça sonne idyllique, n'est-ce pas? Palmiers, eau turquoise, le genre d'endroit qu'on voit en fond d'écran, et on se dit « Il faut absolument que j'y aille avant la fin du monde ». Et pendant des générations, c'était le foyer des Chagossiens, jusqu'à ce que les années 60 et 70 arrivent et que le Royaume-Uni, dans un geste qu'on ne peut décrire que comme le summum de l'ignominie coloniale, décide de louer l'île principale, Diego Garcia, aux États-Unis pour une base militaire. Le seul minuscule, insignifiant, problème facile à ignorer, les gens qui y vivaient déjà. Leur solution, l'expulsion forcée. Oui, vous avez bien entendu, des gens ont été rassemblés, embarqués sur des navires et débarqués à Maurice et aux Seychelles avec presque rien, leurs animaux de compagnie gazés, leurs maisons abandonnées derrière eux. C'est une histoire si sinistre qu'on se demande si la personne qui a pondu ce plan n'essayait pas activement de gagner le prix de l'acte le plus cruel du siècle. Et pendant plus de 50 ans, ce fut leur réalité. Exilés, appauvris, luttant pour le droit au retour. À la tête de cette charge a priori impossible, Olivier Bancoult et le groupe réfugié Chagos. Imaginez l'audace pure, écrasante pour l'âme, de s'attaquer non pas à une, mais à deux puissances mondiales. C'est David contre Goliath. Si Goliath avait aussi des armes nucléaires, un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et une capacité franchement stupéfiante à ignorer le droit international quand ça l'arrangeait. Ils ont fait face à des revers juridiques, des manœuvres politiques et le genre d'inertie bureaucratique qui pourrait stopper un rhinocéros en pleine charge. Décennie après décennie, ils ont continué à se battre. Animés par quoi? Par la vérité simple et indéniable que c'était chez eux. La décision du 22 mai 2025 n'était pas seulement une décision de justice, c'était l'aveu, bien que tardif, qu'une injustice monumentale avait été commise, une fissure dans le mur de l'impunité coloniale. Alors, cette victoire, ce truc du 22 mai 2025, vous pouvez enfin rentrer chez vous, ce n'est pas juste une belle histoire pour un mercredi après-midi. Oh non, c'est énorme. Historiquement,
monumentalement, du genre à réécrire les manuels d'histoire. Pendant des décennies, le récit a été « Les nations puissantes font ce qu'elles veulent, et les petites communautés, les peuples autochtones, eh bien, ils tirent la courte paille, ou dans ce cas, pas de paille du tout, juste un aller simple pour ailleurs. » Cette décision, cependant, jette un pavé assez gros et merveilleusement dérangeant dans la mare géopolitique. Elle dit, très clairement, que la souveraineté n'est pas juste un grand mot que les puissants utilisent à tort et à travers. Elle appartient au peuple de la terre. Elle murmure, ou plutôt crie, que le droit international et la décence humaine la plus élémentaire peuvent, à terme, triompher des soi-disant intérêts stratégiques. Pensez à ce que cela signifie pour d'autres peuples déplacés à travers le monde. Soudain, il y a un modèle. Il y a un exemple tangible d'un petit groupe avec des ressources limitées, mais une détermination sans faille, qui regarde fixement l'équivalent géopolitique d'un mur de briques, et, par pure persévérance, le voit s'effondrer. C'est une lueur d'espoir pour quiconque s'est entendu dire que ces terres ancestrales étaient nécessaires pour autre chose, ou que ces droits étaient secondaires face aux caprices d'une entité plus puissante. Cette décision ne rend pas seulement leurs îles aux Chagossiens, elle donne un coup de fouet à chaque groupe menant un combat similaire, leur rappelant que la lutte, aussi longue et ardue soit-elle, en vaut la peine. Elle suggère que le vieux manuel colonial est peut-être à court de pages, et franchement, bon débarras. Chapitre 3. Un message d'espoir dans un monde de conflit. Soyons brutalement honnêtes un instant. Le monde, actuellement, donne souvent l'impression d'être au bord, de quelque chose de franchement désagréable. Nous sommes constamment bombardés de nouvelles de conflits, de gens chassés de chez eux, de souverainetés bafouées à tort et à travers. C'est assez pour donner envie même aux plus optimistes des candides de se rouler en boule et de regarder des vidéos de chatons jusqu'à la fin des temps. C'est dans ce paysage plutôt sombre que la victoire chagossienne atterrit comme un météore d'espoir pur et sans mélange. C'est un rappel saisissant, lumineux, que même lorsque les choses semblent désespérément noires, même lorsque les forces dressées contre vous paraissent insurmontables, la justice peut encore prévaloir. C'est un témoignage de l'idée qu'un peuple, aussi petit ou apparemment impuissant soit-il, peut en effet déplacer des montagnes, ou dans ce cas, reconquérir des îles. Ce qui est particulièrement inspirant ici, c'est qu'ils y sont parvenus. Ce n'était pas une victoire remportée par la violence ou l'agression, ce qui, avouons-le, est souvent la méthode privilégiée dans ces situations. Non, c'était un triomphe de la dignité, d'une détermination inébranlable, d'une pression pacifique, implacable, légale et morale. Les Chagossiens, menés par des figures comme Olivier Bancoul, ont montré au monde que les armes les plus puissantes ne sont pas toujours les bombes et les balles, mais plutôt la vérité, la persévérance et une foi inébranlable en ses propres droits. À une époque où la force semble si souvent faire le droit, leur histoire est un contre-récit crucial. C'est un appel à notre part de meilleur, un appel à croire au pouvoir de la résilience collective et à la force durable de la justice face à la force brute. C'est la preuve qu'on n'a pas besoin d'une armée lorsque sa cause est juste et son esprit inébranlable. Chapitre 4. Olivier Bancoul, une figure de la résistance pacifique. Or, toute grande lutte a besoin de ses champions, de ses voix inflexibles, de ses leaders qui, d'une manière ou d'une autre, continuent quand tout le monde aurait, de manière compréhensible, jeté l'éponge et ouvert une boulangerie modestement prospère. Pour les Chagossiens, une de ces figures imposantes est Olivier Bancoul. C'est un homme qui a consacré toute sa vie d'adulte à cette cause. Imaginez la ténacité pure, le refus implacable et obstiné d'accepter l'injustice. On parle de décennies de campagnes, de batailles juridiques à affronter des gouvernements aux ressources infiniment supérieures. C'est le genre de dévouement qui vous fait réévaluer vos propres choix de vie, comme lorsque vous avez abandonné l'apprentissage du ukulélé après seulement 2 semaines. Il ne s'est pas seulement battu pour la terre, il s'est battu pour la dignité, pour la mémoire, pour l'âme même de son peuple. Et grâce à cela, Olivier Bancoul est aujourd'hui un emblème, un symbole de la résistance pacifique à l'échelle mondiale.
quand on parle de figures qui ont changé le monde par des moyens non violents. Des noms comme Mandela, Gandhi ou Rigoberta Menchú viennent à l'esprit. Et Bankoul, avec sa détermination tranquille et son humanisme profond, mérite absolument de figurer dans cette même conversation. Il n'est pas seulement un leader pour les Chagossiens, il est une inspiration pour quiconque où que ce soit, qui croit qu'il faut se battre pour ce qui est juste, même lorsque les chances sont astronomiquement contre soi. Son héritage sera celui de l'espoir, un témoignage du fait qu'une personne, animée par la justice et soutenue par sa communauté, peut en effet infléchir le cours de l'histoire. C'est un modèle non seulement pour les futures générations d'activistes, mais pour quiconque veut simplement croire qu'un monde meilleur est possible. Conclusion. Alors voilà, après plus d'un demi-siècle de déplacement, de lutte, après s'être entendu dire non de 1000 manières bureaucratiques différentes, les Chagossiens ont gagné. Leurs îles, leur patrie, vont leur être rendues. C'est un moment qui mérite d'être crié sur tous les toits. Une victoire, non seulement pour eux, mais pour l'idée même de justice. Cela montre que même les torts les plus ancrés, les injustices les plus apparemment permanentes, peuvent, avec suffisamment de persévérance et d'attention mondiale, être réparés. Cap 2. Il est facile de devenir cynique, de croire que le pouvoir gagne toujours, mais des histoires comme celle-ci, elles sont l'antidote. Et comme nos amis de Montanéassi l'ont si éloquemment dit, et je vais essayer mon français ici, alors soyez indulgents. En résumé, le 22 mai 2025, les Chagossiens ont repris plus que leur terre. Ils ont redonné espoir à tous ceux qui, dans le monde, rêvent de vivre en paix là où ils sont nés. Ce qui, pour ceux d'entre vous dont le français est aussi rouillé qu'un vieux cuirassé à quai, signifie, en résumé, le 22 mai 2025, les Chagossiens ont repris plus que leur terre. Ils ont redonné espoir à tous ceux qui, dans le monde, rêvent de vivre en paix là où ils sont nés. Et ça, c'est le cœur magnifique et puissant de toute cette histoire. Il ne s'agit pas seulement de corriger une bévue historique commise par deux grandes puissances. Il s'agit de réaffirmer un droit humain fondamental, le droit à un foyer, le droit d'appartenance, le droit de ne pas être déraciné de force parce que quelqu'un d'autre a des vues sur votre propriété pour y installer son camp de vacances lourdement armé. La victoire chagossienne est un phare, un message retentissant qui résonne bien au-delà de leur magnifique rivage. C'est un appel à continuer de se battre, à continuer d'espérer et à continuer d'exiger que la dignité humaine et la justice ne soient pas négociables. Et peut-être, juste peut-être, est-ce une leçon pour les nations puissantes, réfléchir à deux fois avant d'essayer d'effacer un peuple de sa propre terre. Parce que finalement, la vérité comme la marée finit toujours par revenir.